Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la conférence d'Idéal, donc l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement, autour de l'OHV et consacré à l'investissement dans les villes moyennes. Alors qu'est-ce que l'OHV? C'est l'Observatoire de l'habitat dans les villes et c'est un observatoire qu'Idéal a monté avec Acadie et Jean-Claude Drian qui regroupe 21 agglomérations et qui a pour ambition d'essayer de comprendre comment une politique du logement à l'échelle nationale peut se décliner sous beaucoup de politiques de l'habitat au niveau local, donc en fonction des contextes économiques, sociologiques, historiques, climatiques, géographiques évidemment. Donc à chaque ville, sa politique de l'habitat et on va essayer, et on a déjà essayé via quelques conférences et puis tout un travail qui est en ligne sur ideal.fr de comprendre comment ces politiques fonctionnent. Aujourd'hui, on s'intéresse aux investisseurs et la question qu'on a voulu poser aux acteurs qui sont réunis et que je vais vous présenter dans une seconde, c'est est-ce qu'il y a des investisseurs dans les villes moyennes et finalement pourquoi ils y vont et qu'est-ce qu'ils font au marché, qu'est-ce qu'ils font en matière de logement. Ces investisseurs arrivent-ils parce qu'une ville est en déprise ou au contraire parce qu'elle est attractive? Est-ce qu'ils profitent des prix bas? Est-ce qu'ils les font monter? Qui sont-ils? Est-ce que ce sont des personnes, des particuliers? Est-ce que ce sont des institutionnels? Est-ce que ce sont des entreprises ou des personnes morales? Est-ce que ce sont des spéculateurs? Est-ce que ce sont des marchands de sommeil? Il y a toute une typologie qu'on peut décliner et qu'on va essayer de comprendre. On a titré cette conférence un peu de manière provocatrice. Dans les zones tendues, la hausse des prix, c'est la crise, et dans les zones détendues, la hausse des prix, c'est la reprise. Et donc, le fait que des investisseurs viennent dans des villes qui retrouvent de l'attractivité a aussi pour effet généralement de faire monter les prix. Voilà, pour en parler ce matin, donc avec Pauline Amiable, qui est responsable de la planification stratégique de la communauté d'agglomération Saint-Dizier d'Aire et Blaise, Sébastien Blanc, directeur général des services de la communauté Grand Auch Cœur de Gascogne, je vais y arriver, et Stéphanie Magnier, chargée de mission Habitat et Foncier de la communauté d'agglomération de Cambrai, donc des villes différentes et très variées aussi géographiquement. Et pour animer la conférence, donc Xavier Desjardins, qui est chercheur chez Acadie. Voilà, et qui a participé à la fabrication de l'Observatoire de l'habitat dans les villes, et à qui je laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Catherine, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement on va faire ce séminaire, nous on est ensemble mais les gens qui nous écoutent sont en ligne et donc ils peuvent retrouver si besoin en nous suivant le premier rapport de l'Observatoire où ils trouveront les données essentielles sur les 3 villes que vous représentez aujourd'hui, mais aussi les 21 qui composent l'ensemble et qui permettent donc à ceux qui nous écoutent d'avoir le cadre général dans lequel se passe voilà, de vos territoires. Donc l'idée, bien sûr, comme l'a dit Catherine, c'est de faire vivre cet observatoire. Et donc, effectivement, il faut mesurer, mais il faut surtout comprendre les éléments de mesure. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui sur l'investissement. Et ce que l'on souhaite, évidemment, c'est contextualiser ces questions de l'investissement. Parce que ce qui est intéressant, par exemple, sur la question d'investissement, c'est quand on compare les discours nationaux et les discours locaux, ce n'est pas la même chose. Au point de vue national, on pourrait dire qu'il y a quasiment surinvestissement dans l'immobilier. Le livre de Tranois et Wastner nous dit que c'est 6 500 milliards d'euros que les Français, enfin en tout cas les gens, investissent, parce qu'il y en a qui ne sont pas français, investissent dans l'immobilier en France, qui représente 3 ans et demi de produit intérieur brut du pays. Donc c'est des sommes absolument faramineuses qui sont en augmentation constante. Donc il y a vraiment énormément d'investissement dans le logement. Et puis quand on regarde les études locales, parfois on dit qu'il y a trop d'investissements, on va dire c'est un peu la rengaine dans les grandes villes ou les zones littorales, et puis dans les villes moyennes, peu d'investisseurs. Et en fait, sûrement vous allez nous montrer que c'est plus compliqué, qu'en fait il y a des investisseurs, c'est pas les mêmes, qu'ils ont peut-être des stratégies différentes. Et donc on veut poser la question, voilà, de qui sont ces investisseurs? Font-ils du bien à vos territoires? De quelle manière participent-ils à son développement? Et puis aussi on posera la question
de l'action publique locale face aux investisseurs pour freiner, accélérer, orienter leur investissement, puisqu'effectivement, il ne suffit pas de voir que des euros s'investissent, mais peut-être, je dirais, il y a un fléchage, et vous nous direz comment l'action publique locale y participe avec d'autres éléments, dont les politiques nationales. Alors, on va peut-être commencer par vous, Pauline Damiab, si vous voulez bien, pour nous dresser un petit peu la situation de l'investissement à Saint-Dizier. Saint-Dizier qui est en Haute-Marne et qui est peut-être, voilà, vous dites, un archétype des villes moyennes qui a souffert. Et donc, vous allez nous en dire plus sur cette ville qui a peut-être eu, je dirais, une baisse de l'investissement, mais vous allez nous en dire un petit peu plus. Bonjour, donc effectivement, Saint-Dizier, l'archétype des villes moyennes qui a souffert et qui veut aujourd'hui renaître, hein, c'est une phrase du maire Quentin Brière, du maire de la ville de Saint-Dizier. Ça illustre bien 3 grandes périodes qu'a connues la ville. Tout d'abord entre le 19e siècle et à peu près 1970, donc il y a eu une très grosse révolution industrielle, la création de la 2e ville nouvelle en France pour absorber tout cet afflux de population qui est venu sur le site des fonderies, des métallurgies, etc. Donc on est passé de 10 000 à 40 000 habitants. On a eu une deuxième période vraiment marquée par la désindustrialisation, une perte importante d'habitants, on a perdu près de la moitié de la population, et une vacance immobilière également importante, qu'elle soit en termes de logement ou en termes de commerce. Et puis, depuis le début des années 2000, on est en phase de reconquête du tissu urbain, on essaye du coup d'asseoir, de stabiliser la population par des actions d'attractivité. Donc en termes d'action, justement, la ville est porteuse de grands projets, notamment 180 millions d'euros qui ont été injectés sur le quartier du Verbois, donc c'était l'ancienne ville nouvelle, avec la création notamment d'une grande salle de spectacle. Et puis depuis 2010, on a lancé un concours international de maîtrise d'œuvre pour un projet qui s'appelle Saint-Dizier 2020 de recomposition urbaine et qui du coup s'est tout naturellement intégré dans le programme Action Cœur de Ville en 2018 et qui est devenu le label Saint-Dizier Cœur de Ville. Et puis, depuis 2020, donc, on a un nouveau mandat politique avec la poursuite et l'accélération des projets. Donc, sous le concept de ville-laboratoire, j'y reviendrai un petit peu après, et sous le prisme de la transition environnementale, et tout ça dans le label Révéler Saint-Dizier. Donc Saint-Dizier, je ne sais pas si vous le situez, donc c'est dans la région Grand Est. Saint-Dizier est une ville encore peu connue et pourtant, on a un certain nombre d'atouts qui nous permettent de dire que les investisseurs pourraient s'intéresser davantage à ce territoire. On a déjà la proximité avec le lac du Der, 2e lac artificiel d'Europe et première zone de protection des oiseaux Ramsar au niveau national. Donc en fait, cette proximité avec le lac permet d'envisager le développement de logements touristiques notamment, qui peut être prisé par des investisseurs. On a également la proximité de la base aérienne 113, qui est une des 3 bases aériennes en France qui détient le Rafale et qui emploie environ 2000 militaires qui sont soit logés sur la base, soit logés aussi à l'extérieur et qui du coup recherchent pas mal des logements en locatif et puis un petit peu aussi en accession. Et puis on a des industries, entreprises logistiques, institutions qui sont des gros pourvoyeurs d'emplois et qui ont des besoins en logement plutôt apprentis, meublés. Donc voilà, on n'a pas que du logement vide qui est apprécié sur le territoire, il y a aussi du meublé. Donc en fait, on pourrait se dire que Saint-Dizier est un territoire détendu et il l'est, mais en fait, on note quand même des tensions sur le parc. Alors je pense que comme tout le monde, sur les logements de qualité, hein, rénovés, c'est ce que tout le monde recherche, avec un extérieur aussi, parce que depuis le Covid, on sait que c'est très recherché d'avoir un extérieur, soit une maison ou une maison de ville avec une petite terrasse. Et donc les loyers restent relativement élevés par rapport à d'autres villes moyennes qu'on a à proximité. On peut être entre 11 et 12 euros du mètre carré pour des petits logements. Donc ce qui peut permettre quand même d'avoir un coût de sortie intéressant si on veut investir sur la ville. Donc justement, en termes de type d'investisseurs, donc nous on a plutôt des particuliers hein, qui connaissent le territoire, qui habitent Saint-Dizier ou à proximité. Donc soit des personnes seules, des familles, des militaires aussi. Donc l'idée pour eux, c'est de se constituer un petit patrimoine, soit parce qu'ils payent trop d'impôts, ils veulent avoir une réduction d'impôts, ou pour se constituer un patrimoine, un revenu complémentaire pour la retraite, enfin voilà, ce genre de priorité-là pour eux. Et on a des âges et revenus qui sont très divers. Donc en fait, on a vraiment un panel assez riche, assez diversifié de ces investisseurs. Et puis notre principale locomotive immobilière depuis de nombreuses années, c'est beaucoup les bailleurs sociaux qui ont vraiment beaucoup construit et rénové sur Saint-Dizier, en particulier Plurial Novilia qui est un partenaire important
pour Saint-Dizier, et puis notre office public de l'habitat. Mais sachant que Saint-Dizier ayant atteint le seuil des 40% de logements sociaux, on ne pourra plus avoir ce type de projet à l'avenir. Et de toute façon, l'idée, c'est vraiment d'être dans la mixité du parc et vraiment de développer le parc privé avec donc des promoteurs immobiliers, des grands groupes qui sont aujourd'hui absents. Donc notre stratégie, elle se déroule en 2 axes. Déjà, faire connaître Saint-Dizier et créer des alliances. L'idée, c'est vraiment de faire grand à chaque fois, de ne pas réfléchir à une ville de 23 000 habitants, mais bien de réfléchir à un bassin de vie de 150 000 habitants. Et donc de montrer notre dynamisme, notre cadre de vie par des projets d'envergure ou atypiques. C'est pour ça qu'on a monté un partenariat, on est en partenariat avec les Jeux Olympiques 2024, par exemple, pour des projets de design actif, donc c'est de l'aménagement d'espaces publics pour promouvoir l'exercice physique, la convivialité, etc., avec des tracés au sol, des murs d'escalade, voilà, ce genre de choses. On est en partenariat aussi avec le Grand Palais à Paris, on a créé un lieu culturel en partenariat avec eux. Et puis, on a eu un trophée de l'innovation aussi pour le marché couvert qui est en cours de construction. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment de se démarquer, d'innover, pour pouvoir aller chercher, solliciter des grands groupes nationaux dans tous les secteurs, hein, puisque ces groupes-là ne viennent pas si on ne leur donne pas un terrain de jeu intéressant. Donc, on les mobilise donc, sur tous les secteurs, assurance, promoteurs immobiliers. On a des contacts aussi avec des foncières solidaires, hein, des franchises d'hôtellerie, etc. Et donc, l'idée, c'est de créer un partenariat public-privé, notamment pour du partage de risques, hein, par exemple, avec des nouveaux modèles économiques et juridiques. Et donc, ça leur permet, en tout cas, ils ont envie de venir, notamment pour valoriser leur image de marque au niveau national. Et puis, donc, l'idée, c'est bien de créer un nouveau modèle économique qui puisse être viable aussi pour eux. Donc, pour monter ce projet, donc on a lancé un projet de laboratoire de la ville de demain. L'idée, c'est que ce projet soit duplicable sur d'autres villes moyennes. Et pour ça, on s'est inspiré du modèle allemand des IBA. Donc, en fait, c'est un espèce de grand showroom des projets d'innovation urbains, tant architectural que culturel. Là, ce qui nous concerne, c'est plutôt le logement. Et l'idée, en fait, c'est de co-construire ce projet en lien étroit et surtout dès l'amont, en fait, avec les acteurs privés, qui soient nationaux et locaux aussi, puisqu'en fait, on a des grandes familles de fondeurs liées à la métallurgie, enfin tout l'historique de la ville, qui ont une puissance d'investissement locale qui est vraiment intéressante à mobiliser. Donc, on aimerait bien les mettre dans la boucle. Et donc, ce projet, il est basé sur des intentions programmatiques. Je ne sais pas si on voit bien sur la carte, mais en fait, on a différents pôles thématiques dans le cœur de ville qu'on aimerait bien développer. Pôle nature, culture, commerce, loisirs, avec toujours quand même ce fil rouge de l'habitat en transversal. Et l'idée, c'est, même si on a des thématiques sur des polarités, c'était d'avoir une mixité d'usage et une modularité au sein même d'un bâtiment des fonctions. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir des bâtiments qui soient évolutifs et bien sûr dans une stratégie développement durable, bas carbone, etc. Et donc pour ce faire, on vient de lancer là, une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pluridisciplinaire. Le marché vient d'être attribué à De Villers et Associés et leur groupement. Et là, en fait, on va avoir une approche assez originale. En fait, on leur demande en fait d'avoir une approche urbaine. Donc, ils vont réaliser un plan guide opérationnel, des propositions d'urbanisme transitoire, etc. Mais aussi une approche investisseur. Donc, en fait, c'est eux qui seront en charge de nouer des partenariats. Donc, nous, on en a déjà et ceux-là vont rentrer dans la boucle, mais ils ont aussi un réseau pour aller concrétiser les projets. Donc, en fait, c'est à la fois d'aller les chercher, de regarder les montages juridiques et financiers qui pourraient être possibles pour viabiliser ces opérations, et aussi trouver des gestionnaires de sites futurs pour qu'en fait, de A à Z, on puisse avoir vraiment la concrétisation et l'ouverture de ces projets. Donc ça, c'était le premier axe, vraiment, on va dire, gros investisseurs, pour schématiser. Mais on a aussi un autre axe qui est développer le réseau de ceux qui habitent sur le territoire, qui ont envie de se lancer. Alors je les ai appelés petits investisseurs, c'est pas du tout péjoratif. Au contraire, c'est aussi la force vive de notre territoire. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de les accompagner pour avoir un modèle économique qui soit viable. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Viable comment ? Viable en ayant un prix d'achat conforme au marché. On a une problématique, on pourra y revenir, de biens qui sont souvent trop chers à la vente et qui ne permettent pas du coup de concrétiser des projets.
Et puis un bon choix sur le montage financier et le montage juridique. Parce que voilà, on a souvent des novices qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre. C'est pour ça qu'on veut leur apporter aussi un accompagnement complet pour les sécuriser, les mettre en confiance pour ceux qui voudraient se lancer, qui sont novices dans l'investissement. Donc l'action la plus importante qu'on ait sur Saint-Dizier là-dessus, c'est l'opération d'amélioration de l'habitat et renouvellement urbain, l'OPARU. Celle-ci est assez nouvelle puisqu'elle a été lancée en mars 2022, donc on a moins d'un an d'expérience de retour en fait sur ce programme. Le cœur de ville, pour vous le dire en 2 mots, c'est 7000 habitants, 5200 logements, avec une problématique de vacances et de logements dégradés importante. On est à 15% sur les logements vacants et 11% sur les logements dégradés. Et donc on a mis en place un programme de 32 actions avec une mobilisation financière de 7,7 millions d'euros, dont 2,7 millions d'euros par la ville. Donc gros investissements par la ville par rapport à d'autres programmes qui peuvent exister. Parce qu'en fait l'idée c'était, au-delà des aides classiques à destination des foyers modestes et très modestes qu'on trouve assez naturellement dans ces programmes, l'idée c'était vraiment de constituer un fonds supplémentaire, vraiment tout type de public. Donc au-delà des plafonds, en termes de primes et aussi en termes d'accompagnement en ingénierie. Donc c'était ça vraiment la force de notre dispositif, en ayant une porte d'entrée unique au sein de la collectivité pour bien aiguiller les porteurs et les investisseurs. Et puis on a mené une campagne de communication ciblée, tout public mais aussi investisseurs, c'est ce que vous avez en vert là sur la slide, qu'on doit développer parce qu'on voit que c'est pas évident de faire de la communication sur des investisseurs qu'on ne connaît pas forcément. Donc là, je vous ai juste mis quelques exemples d'aides financières. Donc les premières, c'est vraiment axé sur l'accueil. Donc là, c'est pas vraiment en lien direct avec les investisseurs, c'est plus pour faire venir de la population qui habite. Mais sinon, le reste des aides, donc les biens vacants, achat des biens vacants, donc une prime à la location. Et puis des travaux, fusion de logements par exemple, puisqu'on a un parc avec des petits logements qui doivent être fusionnés pour être vraiment habitables et correspondre au goût du jour des habitants. Création également d'un espace extérieur privatif, je le disais, suite au Covid, on a vraiment besoin d'avoir même si c'est juste un petit extérieur, une petite terrasse. Rétablissement des accès aux étages indépendants des commerces aussi. Ça, c'est assez prisé des personnes qui veulent investir parce qu'en fait, ils ont déjà des locaux vides. Souvent, c'est déjà des propriétaires de bâtiments qui ont des locaux qui ne servent pas. Et rien que le fait d'être accompagné pour créer un accès indépendant à l'étage permet de recréer des commerces. Donc ça, je trouve que c'est une action qui marche bien. Et puis, par exemple, l'installation d'un ascenseur en immeuble collectif. Donc j'en terminerai avec cette idée de pack en fait, d'accompagnement des investisseurs. L'idée, c'est vraiment d'avoir un pack complet d'accompagnement en architecture d'un point de vue technique, juridique et financier. Donc pour ça, on a mis en place 3 services qui peuvent du coup être pris indépendamment, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment ce package global avec donc un service d'accompagnement personnalisé en architecture pour des projets ambitieux et de transformation. Donc ça se compose d'un rendez-vous pour cerner le projet, d'une visite et d'un rapport technique, de l'appui aussi à l'analyse des devis des entreprises de travaux, et puis d'une visite et contrôle de fin de chantier. On a également une aide au montage des dossiers de subvention pour optimiser les aides et le reste à charge, et puis des conseils en fiscalité et gestion immobilière. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir renseigner même avant l'achat, parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un effet levier pour que la personne se sente en confiance et investisse. On est beaucoup sur des novices, donc le renseignement est important. Trouver un bon équilibre de l'opération et faciliter l'entrée dans le logement aussi. On va jusqu'à aider à la rédaction des contrats de location pour vraiment sécuriser l'investisseur jusqu'au bout de la démarche. Et donc du coup en 2022 on a eu une vingtaine d'investisseurs qui ont été conseillés, 5 projets en cours, ça représente une vingtaine de logements et à chaque fois on est dans des rénovations globales d'immeubles, 2 à 7 logements. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors on voit bien dans votre ville, en fait, vous avez une stratégie un peu tous azimuts d'attraction des investisseurs. Vous avez jamais évoqué le fait que vous êtes parfois sur la pédale de frein vis-à-vis d'investisseurs, mais ça c'est sûrement le contexte de Saint-Dizier qui fait que voilà, vous êtes dans cette position-là, sûrement différente de celle des autres villes. Et puis je le relève parce que c'est remarquable, mais c'est normal parce que je pense qu'on fonctionne comme ça. Quand on donne des chiffres sur l'investissement depuis une collectivité locale, on ne donne que les chiffres de l'investissement public. C'est-à-dire qu'on ne les met pas en regard du volume d'investissement privé, peut-être d'ailleurs parce qu'on ne le mesure pas. Mais peut-être on pourra en parler, mais on pourrait avoir un ratio, en fait, un indicateur de part de l'un et de l'autre. Mais en fait, non, on donne les chiffres d'investissement public et puis le reste, peut-être on ne le mesure même pas. D'ailleurs, je ne sais pas.
en nombre de logements, mais en euros. C'est-à-dire, on fait pas parce que là, on parle sous. Et voilà. Mais c'est juste, voilà, une remarque. Et puis après, on y reviendra tout à l'heure, peut-être justement sur les effets de tous ces dispositifs, avec des exemples que vous pourrez peut-être nous montrer tout à l'heure. Alors là, on va aller un petit peu plus au nord de la France, vers Cambrai, si vous voulez bien, Madame Magnier. En présentant voilà un peu la dynamique de l'investissement dans votre ville, peut-être j'irais, vu qu'on est en dialogue, oui. en regardant ce qui est semblable et différent de Saint-Dizier, peut-être, vu que vous avez que vous êtes là. À vous. Bonjour, merci. En effet, c'était très intéressant de commencer par votre présentation, parce qu'on voit en effet que, alors, on n'est pas vraiment sur les mêmes logiques, mais surtout, on n'est pas encore à votre stade de lancement d'une stratégie. On va dire que justement, le territoire cambrésien commence seulement une nouvelle dynamique et de nouveaux projets. Donc nous, on n'a pas encore tout ce regard, on n'en est pas encore là. Un exemple, c'est mon arrivée au poste de chargé de mission Habitat, donc en septembre dernier, alors que depuis des années, il n'y avait plus personne à ce poste-là, donc il n'y avait plus vraiment de suivi même de la politique locale de l'habitat. Voilà, donc on sent aussi qu'on a un petit retard à rattraper, donc pour contextualiser un petit peu, alors j'avais une petite carte, je ne sais pas si... Voilà, donc en fait, donc Cambrai, c'est une ville de 32 000 habitants qui s'inscrit dans une aire urbaine de 100 000 habitants à peu près. C'est la ville-centre de la communauté d'agglomération de Cambrai qui, elle, comprend 55 communes. Et en fait, alors voilà, je trouvais, il y a juste ça en présentation, c'est simplement pour situer un petit peu cette ville moyenne de 32 000 habitants, qui est déjà un beau volume d'habitants, mais en tout cas, quand on le rapporte au réseau dense des villes du Nord, on s'aperçoit que Cambrai, c'est vraiment une petite ville dans le département du Nord, donc on est situé au sud, à la limite avec le département de l'Aisne, où se situe Saint-Quentin, et on est aussi à la limite, à la frange ouest du département du Pas-de-Calais, donc on trouve Arras à 40 minutes, Douai à 35 minutes, Valenciennes aussi à 35 minutes, donc voilà, on est aussi, on va dire, en deuxième couronne de la métropole européenne de Lille, donc on fait bien partie de ce vaste ensemble, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément pris la même trajectoire que nos territoires voisins, notamment des villes principales du bassin minier qui ont vraiment pris une tournure industrielle, ce qui n'est pas le cas de Cambrai, où là on est vraiment dans un des territoires les moins denses du département, avec l'Avesnois, un territoire plutôt agricole aussi, très rural, peu dense, et par contre, qui connaît une érosion démographique lente, mais quand même marquée depuis plusieurs années, avec en parallèle un étalement urbain assez marqué. C'est une ville qui a toujours intéressé, on va dire, les jeunes familles. On a une attractivité résidentielle assez certaine, puisqu'en fait, on a un rapport cadre de vie avec le distance du pôle emploi qui est quand même assez intéressant. C'est vrai que quand on est dans les villes aux alentours, on est vite dans des territoires assez denses. Cambrai, on est vite à la campagne, donc en 10-15 minutes, les gens peuvent vite avoir accès à leur travail, et on se trouve dans les prix immobiliers les plus bas du département du Nord, encore une fois avec l'Avesnois, ce qui fait que il y a toujours une attractivité résidentielle certaine, en tout cas pour les familles. Je pense que c'est aussi important de préciser que c'est une ville qui a été marquée par les deux guerres mondiales, donc il y a une partie de la ville qui a été détruite, et ce qui est assez notable, c'est que suite donc à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'implantation du groupe de GMF, groupe Maison Familiale, qui était un gros constructeur en France, qui avait son siège social à Cambrai, et qui a été à l'origine de la reconstruction de Cambrai avec de nouveaux quartiers qui ont commencé à apparaître, avec un modèle principalement de maisons individuelles, beaucoup d'accession à la propriété, et aussi des immeubles locatifs. Mais on va dire qu'il y a une culture de l'individuel quand même assez forte sur le territoire, donc dans Cambrai, mais également dans les villes alentours, ce qui fait qu'on a très peu de grands ensembles. C'est aussi une particularité par rapport aux autres villes du Nord. Par rapport au dynamisme, en fait...
On va dire que nous, pour le coup, les bailleurs sociaux ont déserté pendant pas mal de temps le territoire au profit d'autres territoires comme la Melle notamment, mais également le bassin minier. Ce qui fait que là, dans Cambrai, nous, on a à peine 15% de logements sociaux. Voilà, alors que, bien sûr, comme partout, hein, la majeure partie des résidents pourraient tout à fait obtenir un logement social. On a presque 50% de propriétaires et du coup à peu près 33% de locataires dans le libre. Alors, on voit depuis quelques années, depuis 3-4 ans, un retour des bailleurs sociaux qui ont une nouvelle stratégie de développement. Voilà, donc là, alors que pendant des années, il ne se passait pas grand-chose, là, d'un seul coup, on a de nouveaux projets qui arrivent. Idem pour les investisseurs privés. Pourquoi ? Puisque, en effet, c'est aussi ce qui marque le territoire, il n'y a pas eu de grands projets. En fait, le territoire s'est quand même vraiment effacé par rapport aux autres villes alentours. Il n'y a pas eu de gros projets sur le territoire. La ville était marquée par la présence d'une base aérienne également, la base aérienne 103, qui employait un millier de militaires donc à 10 km de Cambrai. Mais la base a fermé en 2012, alors que il y avait beaucoup de familles militaires qui logeaient notamment dans le centre de Cambrai. Donc la ville a vraiment souffert aussi du départ de ces familles. Mais depuis, il y a de nouveaux projets, notamment la reconversion de cette base aérienne, qui a vocation à devenir la plus grande base logistique européenne. Donc la base logistique Yvelay. Là, il y a une partie qui est déjà en place. La zone tend encore à se développer. Et puis surtout, il y a le canal Seine-Europe qui va passer à 10 km de Cambrai avec l'installation du port fluvial multimodal à Marquion, donc qui est situé dans le Pas-de-Calais, mais vraiment à 10 km de Cambrai. Donc là, on va dire qu'on a ces deux gros projets situés vraiment à proximité qui changent la donne. Qui donne espoir aussi au territoire quant à l'attractivité économique. Sur la base logistique Yvelay, à terme, on parle de 1300 emplois. Voilà, donc, et du coup, on sent un regain des investisseurs pour le territoire. Un exemple marquant, je trouve, c'est que donc il y avait des résidences militaires qui appartenaient à l'État dans le centre de Cambrai, 2 résidences, les résidences Mouchotte et Carré de Paille, qui du coup forcément ont été désertées suite à la fermeture de la base. L'État a vendu à l'euro symbolique ces 2 sites à la ville. Et la ville, de 2014 à 2020, a cherché en vain des investisseurs. Beaucoup se sont présentés, mais finalement, ça n'a pas abouti, puisque justement, il y avait cette inquiétude quant à l'intérêt effectif de ces logements pour des locataires potentiels. Donc, je trouve que ça illustre bien quand même la problématique qu'a connue la ville. Et puis là, d'un seul coup, en 2020, un des sites a été vendu un Cambraisien, justement, donc plutôt un acteur local, mais qui avait fait des investissements par ailleurs et qui compte donc dans une résidence proposer du logement moyen haut de gamme. C'est vraiment pour le coup quelque chose qui est quasi absent de la ville. On n'a pas trop ce type de logements qui sont proposés. Et puis là, l'autre résidence Carré de Paille qui vient également d'être vendue à un autre investisseur. Voilà, donc ça illustre bien le regain. Mais c'est vrai que, là je vous rejoins par rapport à ce qui se passe à Saint-Dizier. Il n'y a pas de marché de promoteurs immobiliers. En tout cas, le marché était complètement atone à ce niveau-là. C'était vraiment exclusivement un marché de construction neuve de maisons individuelles. Beaucoup d'investisseurs locaux jusqu'alors. Mais voilà, on sent que ça s'inverse un petit peu. Ce que nous disent aussi les professionnels, c'est que depuis 3-4 ans, des investisseurs parisiens commencent à arriver, puisque le marché de la métropole européenne de Lille commençait à être saturé. Encore une fois, intéressés par des prix bas. Et par le fait que le rendement locatif est très intéressant, on est entre 8 et 12%, même 12% pour des petits immeubles de rapport. Voilà, donc en termes de rentabilité, on est plutôt bien situé. Par contre, avec des risques, le risque de forcément la population qui jusqu'à maintenant est plutôt en baisse, un taux de chômage qui est quand même plutôt contenu mais relativement élevé malgré tout par rapport à d'autres villes, et toujours le risque de dépréciation du bien, et puis aussi un taux de logement vacant qui est à 11%.
voilà, qui peut également ne pas rassurer. Voilà, donc là, on sent en effet que d'un seul coup, plein de projets sortent. On va revoir des grues dans Cambrai, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Donc voilà. Maintenant, se pose d'autres questions. Enfin, je pense qu'on y reviendra après. Est-ce qu'on est en capacité, est-ce que le territoire est en capacité d'absorber autant de nouveaux logements d'un coup? Est-ce qu'on va vraiment attirer de nouveaux habitants? Quel impact ça va avoir sur les logements du centre ancien? Voilà. Donc bon, j'espère avoir dressé un portrait général. Merci. C'est très intéressant. Et vous deux, vous l'avez dit, on y reviendra dans le débat, vous avez beaucoup insisté sur le fait que des investisseurs importants pouvaient être locaux, oui. Que les rendements étaient bons, et peut-être, je dirais, il y a un profil sociologique de l'investisseur dans les villes moyennes qui est différent de celui qu'on peut trouver dans des marchés où c'est plutôt des investisseurs financiers, etc. Et là, peut-être vous nous direz, ils ont une connaissance fine, enfin on y viendra dans le débat, comment c'est, je dirais, comment ils connaissent finalement le marché, et ils peuvent avoir des rendements d'ailleurs plus intéressants peut-être que dans des grandes villes. Vous me parlez d'investisseurs, le rendement locatif sont nettement meilleurs qu'en région parisienne, ce que vous indiquez. Alors maintenant nous allons dans le sud de la France, donc là une ville semblable par la taille, Auch, mais quand même assez différente par l'attractivité résidentielle, donc peut-être les investisseurs sont-ils très différents? Vous allez nous dire, Monsieur Blanc, directeur général des services de la communauté d'agglomération. Alors la ville d'Auch est une ville de 25 000 habitants, mais elle a comme particularité d'être la ville-centre, mais vraiment en situation centrale totale d'un territoire rural qui ne connaît pas de présence urbaine avec ce niveau de densité. Et la ville d'Auch est sous l'influence, à 1 heure de route, de la géante métropolitaine toulousaine. Et c'est une influence qui va grandissante au fur et à mesure que la dynamique urbaine se prolonge sur la ville de Toulouse et qu'on fait évoluer le réseau viaire qui nous rapproche de cette ville. Ça, c'est la configuration. Quand on parle d'investisseurs, je rejoins mes collègues, il s'agit pour 80% des investisseurs chez nous de particuliers, donc c'est de l'investissement domestique, c'est le particulier qui investit pour lui-même. Voilà, donc il a des motivations qui sont celles de son propre habitat en général. Donc ceux qui vont nous intéresser pour nourrir les politiques publiques que nous conduisons en matière de stratégie de peuplement sont les 20% qui restent. Pour autant qu'on arrive à canaliser les 80 premiers pourcents dans les espaces que l'on souhaite, et les documents de planification peuvent ne pas y suffire. À quoi est confrontée aujourd'hui la ville d'Auch quand on parle d'investissement en matière de logement? On a un marché de l'immobilier qui est plutôt bien orienté, c'est-à-dire que le volume de transactions progresse. Il a progressé, alors j'ai du mal à le chiffrer, mais j'ai un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, c'est les droits de mutation qui me génèrent quelques recettes fiscales et qui ont progressé de pas loin de 80% sur les 4 dernières années. Ce qui veut dire que je pense que ça joue sur l'effet prix, mais énormément sur l'effet volume. Donc le volume de transactions a considérablement progressé. C'est un indicateur de grande vitalité. Donc ce marché, et pour autant, j'ai pas de tension sur les prix. On voit bien que les prix en locatif en tout cas ont tendance à progresser, mais le marché reste accessible et il n'est pas encore tendu, peut-être sur certaines niches accessoirement. Les problèmes qui me restent, donc ça c'est ce que les investisseurs font, qu'ils font bien, c'est-à-dire qu'ils nourrissent, ils satisfont en tout cas l'essentiel de la demande sur le marché. Donc j'ai pas de tension, mais il y a des choses qu'ils ne font pas. Et puis il y a des choses qui me posent problème. Ce qu'ils ne font pas, c'est qu'ils laissent vacant le centre ancien, là où l'immobilier est plus compliqué, là où on est en difficulté pour offrir des prestations qui sont celles de l'extérieur privatif, ça a été cité, du stationnement résidentiel, voilà, et de certaines commodités d'usage dont on a besoin aujourd'hui et qu'on retrouve plus facilement sur un pavillon en commune périphérique. Donc ils ne traitent pas ce type de sujet. En tout cas, ils ne le traitent pas au niveau de ce qui est mon besoin. Et puis ils accentuent les dynamiques de déséquilibre, de dynamiques urbaines qui sont déséquilibrantes. Alors, à quel type de déséquilibre je suis exposé? J'ai d'abord une magnétisation autour de ce que Acadie appelle les corridors. Moi, j'ai un magnifique corridor, c'est-à-dire c'est la porte d'entrée vers la ville de Toulouse. Voilà, donc j'ai un déséquilibre qui s'opère. Alors, il se trouve qu'il est sur le nord de la ville, c'est-à-dire que j'ai un déséquilibre qui se réalise aujourd'hui de façon très entretenue et il part de loin. Donc, on sait bien qu'on va avoir du mal à le contrarier de façon efficace. J'ai un déséquilibre sud-nord qui se réalise et qui vient aussi aggraver le déséquilibre centre-périphérie. Je ne parle pas des communes périphériques, je parle de la première couronne dans la ville. Voilà, donc ils viennent se réaliser là où le marché les attend, et donc ils viennent accentuer, aggraver ce phénomène-là. Voilà, ça c'est une première chose, et du coup par là même, ils participent à des phénomènes de spécialisation sociologique qui me font problème aussi. J'ai un quartier politique de la ville où on est en train de détruire pas loin de 300 logements.
au motif de la déconcentration de l'habitat social. Sauf que pour déconcentrer, il faut que derrière je rétablisse de l'habitat non social. Et là j'ai énormément de difficultés. En tout cas, le dossier on vient de l'ouvrir, donc je ne veux pas annoncer des difficultés qui ne sont pas encore réalisées, mais je sais bien que voilà, on ne se bouscule pas au portillon pour venir investir sur ces espaces-là. Donc ça c'est ce que les opérateurs ne savent pas faire. Voilà. Ensuite, ce qu'ils font bien, mais à condition qu'on les y aide un peu, c'est venir chercher un environnement nouveau. Donc, dans le centre-ville, il y a quand même un peu d'espoir. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a un engouement de marché, il y a une demande particulière, pour autant qu'on arrive à traiter de l'habitat, un peu de standing, qu'on arrive en curotant un peu, à faire du stationnement qui n'est pas trop mal commode, à générer quelques extérieurs en terrasse et des choses de ce type-là. Mais là, la collectivité a besoin de s'engager, ou bien parce que techniquement, on a une situation foncière qui est très très compliquée à traiter, un entremêlat à l'échelle de l'îlot qui demande à ce que la collectivité vienne débloquer le foncier qui est en rétention, qui est entremêlé. Ou bien parce que la collectivité vient participer à traiter la question de l'équilibre économique. Ce sont des opérations qui sont mal équilibrables. Et là, je fais appel aux opérateurs que sont l'ANA ou plus récemment Action Logement, et avec un niveau d'efficacité qui est important puisqu'on arrive à sortir quand même quelques opérations. Je pose une dernière limite à ça. Je me demande si pendant qu'on est en train de vider la baignoire, elle ne se remplit pas à la même vitesse. C'est-à-dire qu'on doit traiter entre 20 et 40 logements en centre-ville avec les modèles que je viens de vous décrire. Je ne sais pas combien sont en train de se vider pendant que je suis en train, moi, de remplir ce que je suis en train de traiter. Et puis, puisque vous parliez des investisseurs, et c'est le sujet de votre discussion ce matin, je travaille avec un petit nombre d'investisseurs. Effectivement, c'est des gens que je ne connaissais pas il y a 10 ans, peut-être même il y a 5 ans, qui viennent avec des motivations qui sont intéressantes. C'est des locaux, mais ils tiennent à quelques unités. Donc je suis suspendu à la motivation d'un nombre très très limité d'interlocuteurs. Donc aujourd'hui, je construis une dynamique qui est positive. Je ne sais pas si elle est suffisante, mais elle est fragile. Voilà. Et je ne sais pas si elle est durable. Merci pour ces premières ces présentations. Donc maintenant, on va pouvoir un peu débattre. Alors, ceux qui nous regardent en ligne peuvent aussi poser des questions sur le chat et on me fera parvenir les questions. Voilà, pour, comme on ne l'a pas dit tout à l'heure, donc ça, n'hésitez pas à intervenir. Alors, peut-être enfin vous avez abordé plein de thèmes, on va prendre un après les autres et puis sur les différentes villes. Peut-être sur l'efficacité des dispositifs publics qui incitent au réinvestissement dans les centres anciens. Vous avez un peu l'impression de le tonneau des Danaïdes, quoi. Je veux dire, c'est ça que vous avez raconté. Donc ça, c'est votre appréciation. Peut-être vous, Pauline, vous voulez dire là-dessus comment... voilà, vous avez vraiment parlé de sa stratégie, mais ses premiers résultats et puis aussi peut-être la difficulté aussi de sa mise en œuvre, parce que voilà, vous êtes aussi des professionnels, enfin je dirais, on mesure des résultats, mais aussi la difficulté de votre action, les obstacles qu'elle peut rencontrer. Peut-être vous pouvez nous raconter ça en quelques minutes pour Saint-Dizier, puis faire réagir les collègues des autres villes. Alors nous, en termes de difficultés, c'est vraiment, effectivement, moi je rejoins ce qui était dit sur Hoche. On a effectivement un petit vivier d'investisseurs qu'on connaît, qui sont des bons investisseurs aussi, parce que bon, on peut aussi avoir le risque de tomber sur des gens peu scrupuleux. Donc là, l'idée, c'est vraiment de les fidéliser et d'aller au-delà et de renforcer ce réseau par une bonne communication et par un bon accompagnement. Mais c'est vrai qu'on a quand même eu quelques dossiers qui ont été montés intéressants. Donc je vais peut-être citer du coup les 2 exemples que j'avais prévus. Donc donc on est sur des rénovations globales. On a la chance en fait sur Saint-Dizier d'avoir aussi un financeur que n'ont pas les autres territoires. C'est EDF. Puisqu'on a une spécificité sur le territoire, c'est qu'on a le site d'implantation CIGEO d'enfouissement des déchets nucléaires qui nous permet, alors c'est peut-être peu glorieux là dit comme ça, mais en tout cas sur la rénovation de l'habitat, ça nous aide énormément parce que les aides EDF viennent vraiment compléter avantageusement la viabilité des opérations avec des rénovations en plus globales et qualitatives. Donc on a un niveau d'aide du coup qui permet, on a un niveau d'aide qui est vraiment assez intéressant. Donc là il y a l'exemple d'un investisseur qui rénove 3 logements locatifs. Là donc les plans que vous voyez en fait c'est vraiment les plans issus de notre accompagnement en architecture.
Et donc là, le dossier est en train d'être monté, donc j'ai pas encore tous les éléments, mais on a un coût de travaux à 360 000 € avec un reste à charge à 235 000. Donc on a un reste à charge de 65%, on a quand même 35% d'aide. Et puis l'autre dossier là qui est en cours, c'est la création d'un logement. Alors celui-là, il est conventionné à ANA. C'est vrai que l'ANA est quand même un partenaire assez privilégié avec Loc Avantage, qui permet, même si le loyer est bas, puisqu'on voit que là, il investit 142 000 € avec un reste à charge de 86 000 € et un loyer qui n'est que de 412 € pour un logement de 78 mètres carrés, on pourrait se dire c'est quand même très peu. Mais le choix de ce porteur-là, puisqu'on est vraiment à l'écoute des porteurs et on leur fait des scénarios vraiment différenciés en fonction de leurs besoins, c'était vraiment la réduction d'impôt. Donc là, il peut avoir jusqu'à 1 731 € par an, sachant que dans les logements en centre-ville, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a souvent un local commercial en rez-de-chaussée qui permet aussi de viabiliser l'opération, puisqu'on a plus facilement aussi des loyers perçus aussi par le commerce. Une question en relation avec ce que vous venez de dire. Oui. Donc, une des personnes qui est en ligne demande jusqu'où va le conseil en fiscalité. Vous l'avez un peu dit. Comment parvenez-vous à rendre attractif le Loc Avantage quand le meublé est plus séduisant pour les investisseurs? Et est-ce que vous parvenez à faire monter les projets en qualité? Car on voit souvent des investisseurs avoir un premier projet de travaux à minima. Alors, le monter en qualité, donc je l'ai un peu dit, nous on est vraiment sur ce créneau-là depuis longtemps, que ce soit pour un public modeste et très modeste ou alors un public lambda, on est toujours dans ce gain de qualité. C'est le PAC en fait qui fait qu'on est dans la qualité, parce qu'on a un accompagnement en architecture, avec des architectes qui du coup font monter en niveau le projet. On a donc le montage des dossiers qui permet d'optimiser, puisqu'on fait différents scénarios et puis notre conseil en fiscalité effectivement qui permet, j'ai un exemple récent d'un père et son fils qui sont venus du coup en rendez-vous justement pour optimiser tout ça, qui veulent se monter en SCI, où ils étaient partis sur du 50-50 par exemple entre le père et le fils. Notre conseiller lui a dit non, en fait il vaudrait mieux partir sur du 75-25 parce que le papa paye plus d'impôts et que du coup vous aurez une rentabilité de l'opération bien plus importante, puisque voilà. Donc c'est des petites choses comme ça que moi en tant que responsable d'un service j'en ai pas connaissance, mais prendre la tâche d'expert qui du coup maîtrise parfaitement le domaine permet vraiment de répondre à tout type de questions. Et ce que notre expert nous disait, c'est que parfois en bougeant un tout petit peu les curseurs, on se retrouve à avoir un bilan d'opération équilibré alors que ça ne l'était pas précédemment. Donc en fait, c'est vraiment un travail dans la dentelle qui permet, avec des professionnels, que ce soit dans l'architecture ou dans tous ces outils fiscaux-là, qui permet d'avoir justement cette rentabilité d'opération. Par contre, les outils sont pas toujours bien adaptés. Moi, je sais que j'avais eu beaucoup d'investisseurs en ligne pour le de Normandie quand c'est sorti. Et on s'est retrouvé assez vite à une problématique, c'est que le de Normandie, déjà, il faut 25% de travaux. Ça, on les a assez facilement, mais c'est qu'en fait, on défiscalise que 2 logements par an. Or, nous, dans les bâtiments qu'on peut avoir, on peut en avoir 5, 6. Alors, j'avais trouvé l'astuce de leur dire, vous défiscalisez 2 logements fin d'année, puis 2 logements en début d'année d'après. On essaie de trouver des combines comme ça, mais c'est pas forcément toujours évident. Je ne sais pas si sur d'autres territoires... Allez-y. Alors, je vais rebondir sur le de Normandie. On a nous aussi une expérience qui n'est pas très très positive du de Normandie. On l'a vu arriver avec beaucoup d'enthousiasme et le sentiment que ça allait être un effet déclencheur, en fait très peu, ou en tout cas j'ai peut-être pas les bonnes informations sur la façon dont c'est exploité. En revanche, on a un partenaire qui est arrivé sur le territoire au moment où la ville est rentrée dans le dispositif Action Cœur de Ville, c'est Action Logement. Je pense que la notoriété du dispositif, je pense aussi les moyens économique gigantesque qu'a posé sur notre territoire en tout cas, et la souplesse dont il a été capable nous a permis d'attirer à nous des opérateurs qu'on ne connaissait pas. Voilà, et qui sont très opportunistes, qui ont besoin parfois de nos conseils, parfois pas du tout, et qui savent très bien fonctionner sans nous. Je vais indiquer que ça a eu un autre avantage. On a longtemps travaillé avec l'ANA sur un dispositif de type OPH, puis OPH de renouvellement urbain. Et la grosse difficulté que nous pose ce type de dispositif, c'est que la reconquête des friches, spécialement en centre-ville, s'est réalisée surtout
avec du logement locatif social. C'est-à-dire qu'on a participé à une respécialisation, à une reconcentration du locatif social dans un secteur au motif de la reconquête. Alors au départ c'était sympathique, mais maintenant on a un phénomène de concentration qui pose problème. Action Cœur de Ville, Action Logement a aussi des thématiques de plafonnement et de spécialisation, mais qui est beaucoup moins contraignant que ne l'est l'ANA. Voilà, donc c'est un acteur qui nous aide à soulager un peu. Pour autant, j'ai quand même un problème. Je ne sais faire que du locatif à connotation sociale dans mon centre-ville. Et j'ai du mal à attirer du propriétaire occupant. Et là, pour le coup, j'ai aucun dispositif d'aide économique qui me permet de générer ça. Voilà. Et à Cambrai, quel est votre retour sur ces dispositifs qui ont été accélérés avec le Cœur de Ville ? Oui, alors à Cambrai, en effet, nous, ce qu'on note, c'est que l'action d'Action Logement permet aussi de changer la donne avec une identification aussi d'investisseurs qui jusqu'alors n'étaient pas forcément justement identifiés par les services de la ville. Enfin, encore une fois, c'est ce que je disais. C'est vrai que nous, à notre niveau, sur le territoire, il y a eu moins de démarches proactives ou de suivi des investissements. Ça commence seulement à se mettre en place. Et du coup, le dispositif Action Cœur de Ville est l'occasion aussi de suivre tout ça d'un peu plus près. Alors après, je rajoute sur le dispositif de Normandie, nous pour le coup, en effet, au début, je pense qu'il y a eu le petit côté effet d'aubaine qui a fait que pas mal d'investisseurs se sont présentés, mais l'autre problème que ça pose, c'est qu'en fait, le dispositif de défiscalisation commence qu'à partir du moment où le logement est effectivement loué. Ce qui, dans un contexte de ville comme Cambrai, où donc il y a une certaine attractivité, mais il n'y a pas non plus de grosse pression sur le parc, peut poser question. Notamment, là encore une fois, dans un contexte actuel où d'un seul coup on va se retrouver avec beaucoup de logements mis sur le marché, ça peut aussi poser question et pas forcément rassurer les investisseurs. Et alors nous, par rapport aux outils. Voilà, encore une fois, jusque maintenant, il n'y avait pas vraiment de choses mises en place. Par contre, là, on est en pleine phase d'études préopérationnelles pour mettre en place un dispositif d'OPARU, qui devrait voir le jour courant d'année. On voit qu'il y a un réel besoin dans le centre-ville ancien, où on a vraiment un patrimoine remarquable, mais voilà, qui a été quand même beaucoup délaissé, beaucoup de logements vacants. Donc là, l'idée, c'est d'agir sur plus de 130 immeubles et 180 logements sur le centre-ville de Cambrai, en traitant notamment la vacance et le dur de l'insalubrité. Encore une fois, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de dispositif qui permettait d'aller sur ce créneau-là. Donc on espère aussi que ça va permettre, donc c'est une opération qui va durer 5 ans, on espère vraiment que ça va aussi donner l'effet levier pour permettre de voir sortir des projets qui ont du mal à sortir jusqu'à maintenant. Alors, j'ai une autre question qui vient de notre public. Comment les investisseurs dans vos territoires réagissent aux obligations de qualité énergétique ? Donc, l'interdiction de louer aujourd'hui les passoires thermiques qui sont à plus de 450 kWh de consommation, puisqu'on n'est pas encore dans les lettres, mais on est dans cette interdiction-là. Et comment réagissent-ils à la loi ZAN ? Sur l'énergie peut-être, pour commencer, et puis le ZAN après. Alors, sur les considérations thermiques, ceux qui viennent investir et qui ont été identifiés comme les porteurs de bonnes opérations, ils intègrent le surcoût lié à l'application des nouvelles réglementations thermiques dans leurs opérations. Voilà. Et à certains égards, les opérations sur lesquelles on est financeur, ou bien Action Logement, où l'ANA est financeur, la ville aussi est financeur, et où on se demande au bout d'un moment si le marché ne serait pas suffisamment dynamique pour porter certaines de ces opérations, le fait qu'on soit encore présent économiquement nous donne la possibilité d'interférer un peu et de venir nous mêler de ce qui sort sur le territoire. Donc c'est peut-être ça qui justifie qu'on y soit encore, mais je pense qu'on va quand même, pour nous concerner en tout cas, nous retirer de certaines opérations parce que le marché est suffisamment dynamique pour en mener certaines toutes seules qu'on était obligé de financer ou de cofinancer il y a encore quelques années. S'agissant du ZAN, moi je suis certain que les opérateurs qui viennent dans mon centre-ville, parce que j'ai indiqué que c'était une de mes problématiques urbaines, qui viennent dans mon centre-ville, ils sont totalement dans et c'est pour ça qu'on les finance d'ailleurs, totalement dans la dynamique que nous on essaie de dessiner, c'est-à-dire venir commencer par réinvestir le bâti qui est existant. Et je pense qu'on a quelques opérateurs, et donc ça me rassure un peu de voir qu'ils sont un nombre limité sur chacun de nos territoires, mais ils sont opportunistes parce qu'il y a de l'argent à prendre, ils sont opportunistes parce qu'ils ont une vision à moyen terme qu'on essaie de partager avec eux, qui est le fait que tout à l'heure l'habitat il sera là. Voilà. Donc pour moi c'est plutôt une perspective, le ZAN, qui est stimulante à cet égard. En tout cas pour ce qui est de la correction des friches dans mon centre-ville, ça c'est certain. Stimulant le ZAN à Saint-Dizier et à Cambrai ? Nous, on se pose des questions. On pense aussi que c'est stimulant, mais comme on a aussi pas mal de rétention immobilière sur le centre-ville,
Bon voilà, est-ce que ça pourrait pas accentuer pour l'instant en tout cas cette rétention en se disant que l'immobilier va peut-être augmenter dans les années à venir puisqu'il y a le zéro artificialisation nette? Je ne sais pas. En tout cas, la rétention immobilière, c'est plutôt des grandes familles qui ont envie de garder du patrimoine coûte que coûte, quitte à le laisser un peu se délabrer. Donc je ne sais pas si le ZAN changera vraiment quelque chose, mais... Monsieur Blanc, sur la rétention, vous faites la moue. Oui. Alors, la vacance, elle traduit plusieurs choses. Le fait qu'on avait un marché qui était très peu porteur, donc il était difficile de trouver un équilibre économique. Le fait qu'on a des imbroglios fonciers qui sont compliqués à traiter. Et puis, on a de la rétention, des successions qui ne se traitent pas, mais autant de choses qui ne se font pas parce que le marché était peu porteur. La dynamique qui se réalise et je vais arriver à la conclusion tout de suite de ce que sera mon propos à la fin. Je pense qu'on a un marché qui nous pousse dans le dos et que l'on subit. Alors, pour le coup, là, il nous est profitable de là où je l'observe. Il est ponctuel. J'ai parlé de la dynamique sur les droits de mutation. Mon propos serait tout à fait différent si on avait connu la dynamique inverse. En tout état de cause, nous, on participe avec, accrochez-vous, il y a des cycles, des DPU et des DUP à venir chercher du foncier pour venir déverrouiller là où il y a de la rétention. Voilà, en DUP, on va procéder avec des captations de propriété au titre de biens qui sont en état d'abandon manifeste. Voilà. Et puis après, on va jongler un peu et on arrive à recomposer des îlots et à remettre sur le marché des biens qui ne l'étaient plus, qui ne l'ont jamais été. Il y a des biens sur la ville qui sont effectivement des propriétés patrimoniales qui sont propriétés de la même famille depuis 250 ans, mais qui sont aujourd'hui en état d'abandon. Voilà. Donc on dispose de moyens de coercition. Et donc, c'est là qu'on est peut-être le plus efficace, c'est mettre sur le marché. Parce que le marché, ensuite, pour beaucoup, il travaille presque tout seul, beaucoup. Et si j'accepte d'y laisser quelques plumes, je veux dire un engagement économique qui fait que je vais acheter 3 immeubles, je vais en cureter un pour recomposer un îlot avec des extérieurs, un petit patio, quelque chose qui ressemble à ça. Si j'accepte ça, et bien voilà, j'arrive à permettre à mon investisseur ensuite à trouver un équilibre économique qui se réaliserait mal sans ça. Mais ce que j'y laisse en termes d'argent public, c'est quand même assez bas et plutôt digeste que ça ne l'était il y a encore 3, 5 ou sûrement 15 ans. Il y a 15 ans, on a porté, nous, un périmètre de restauration immobilier. C'est un dispositif qui est un peu de même nature. On rentre, on perd de l'argent en ingénierie, en portage, en adaptation et on remet sur le marché. Mais cette opération, elle a été porteuse et efficace un certain temps. Et puis, le jour où le marché a commencé à plonger, à partir de 2008, eh bien, tout le dispositif a plongé avec lui. On n'arrivait plus à équilibrer économiquement. L'engagement en fonds publics était trop important. Donc aujourd'hui, moi, je fais état de réussite. On a une perspective qui est assez enthousiasmante. J'adorerais vous dire que c'est évidemment la résultante de 15 ans de travail sur le traitement des espaces publics, sur le fait que, voilà, il y a probablement de ça réussit d'autant mieux qu'on a réussi ça. Mais pour autant, je suis certain, voilà, aujourd'hui, qu'on a des opérateurs qui viennent à nous pour gagner de l'argent, et c'est pas nous qui leur en faisons gagner. On les aide, on les oriente là où on veut qu'ils aillent, mais c'est parce que le marché nous porte. Et pourquoi? Voilà, alors moi je croyais que c'était parce que Toulouse, parce que notre voie rapide, il y a des choses qui sont de cette nature-là. Je vois que les DTMO, là, les droits de mutation, c'est un peu partout en France, donc on n'est pas les seuls à bénéficier de ça, mais voilà, on est débiteur. À la fin, voilà, je fais l'aveu d'une relative impuissance. On est débiteur de ce que le marché nous donne. Eh bien, donc, on oriente le marché, mais voilà, on ne contrecarre pas. Donc, évidemment, dans des... vous voulez réagir? Oui, je voulais juste rebondir, parce qu'en fait, en vous entendant parler, je me dis qu'on a peut-être, nous, un contexte qui est quand même un petit peu différent. C'est-à-dire que vous bénéficiez quand même de métropoles relativement à proximité. Nous, on est quand même véritablement éloignés de ces métropoles. Donc, nous, on essaye d'inverser le regard en se disant, ok, on est éloigné, mais on est surtout au cœur d'un grand bassin rural. Mais ça fait que nous, en fait, je pense qu'on a besoin d'un accompagnement des investisseurs beaucoup plus offensif que vous, parce que nous, le marché ne se fait pas tout seul. Hein. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Peut-être que quand Saint-Dizier sera plus connu, c'est pour ça qu'on a aussi un projet vraiment d'attractivité sous tous les volets pour pouvoir faire connaître et faire venir. Mais du coup, je pense que là-dessus, on a des dynamiques qui sont du coup un petit peu différentes. Et justement là-dessus, parce que Saint-Dizier, vous avez dit tout à l'heure, 40 000 habitants en 1980, 23 000 aujourd'hui. Donc c'est quand même Donc le parc résidentiel est forcément trop vaste, je dirais, c'est une veste qui est trop grande pour... voilà. Et comment, en fait, l'idée de rétraction de parc, c'est-à-dire de destruction de logements, en fait, par une suroffre qui crée, d'une certaine manière, le marché ne peut pas l'absorber, est-ce que c'est un sujet qui est abordé ? Ou c'est un sujet qu'on n'aborde pas en se disant on va attirer, il y a bien un jour où, je dirais, la veste sera à nouveau à la taille de celui qui la porte. Non, il y a une politique très ambitieuse de démolition, alors surtout sur le quartier du Verbois, qui est l'ancienne ville nouvelle, qui est un quartier politique de la ville. Donc c'est là où la majorité des démolitions se sont faites. Mais on a eu aussi des démolitions en centre-ville. Et on a, dans le cadre de l'OPARU, des îlots qui sont identifiés,
ou avec des curetages éventuels d'îlots, de la fusion aussi de logements. Enfin voilà, donc aussi on a tout un travail de recomposition urbaine pour... Et dans les programmes locaux d'habitat, on est dans une optique de rétraction du parc. On est encore dans une optique de croissance avec des zones d'aménagement périphériques, etc. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a des démolitions, mais est-ce qu'au global, on est dans un fléchage d'une réduction du nombre de logements pour attirer des investisseurs, ce qui peut paraître paradoxal, mais ce qui est peut-être un des moyens d'y arriver. Non, on est très vigilant sur la notion de vase communicant entre le parc. Ça, c'est une très, très grande vigilance. Après, donc là, on est en train de réélaborer nos outils de planification sous l'angle de la loi climat et résilience. Donc, ça a quand même aussi marqué un coup d'arrêt sur toutes ces politiques d'étalement urbain. Donc là, on se recentre vraiment sur de la recomposition urbaine en évitant les zones d'extension. Et on a tout à fait conscience du danger de ça. Par contre, c'est ce que je disais en fait dans ma présentation, c'est-à-dire que oui, on a un parc qui est surdimensionné par rapport à notre population, mais il y a quand même une tension sur certaines niches ou certains... et donc du coup, qu'ayant un parc surdimensionné, compte tenu de sa dégradation, de toute façon, on a quand même une tension, donc on a quand même besoin de loger les gens. Donc, oui, tout à fait. Donc il y a un traitement à faire. Donc en fait, on a une politique de décroissance qui ne s'annonce pas. C'est ce que vous nous dites. C'est-à-dire que contrairement à des pays voisins, par exemple en Allemagne, ou quand on a des villes dans cette situation démographique, notamment dans l'Est de l'Allemagne, on a eu des politiques vraiment qui s'affichaient comme des politiques de rétrécissement. Vous nous dites que c'est une politique de rétrécissement qui se dit comme une politique d'attractivité. Vous serez d'accord avec ça? Parce que le mot, on ne l'utilise pas. Non, moi je dirais plutôt qu'on est en équilibre et qu'on cherche à gagner des habitants, donc à reconquérir aussi. Voilà. D'accord. Même si bon. Alors, à Cambrai, comment on se positionne par rapport à tout ça? Alors à Cambrai, donc moi je reviens par rapport à tout ce qui est question de rénovation énergétique pour dire que là, ce que les professionnels nous disent, c'est que, mais bon, comme partout en France, j'imagine, on voit beaucoup de ventes de passoires énergétiques là qui arrivent d'un coup sur le marché, ce qui fait que nous, nos investisseurs parisiens qui commençaient à arriver il y a 3-4 ans, là se disent certes le prix du foncier est bas, alors bien qu'il augmente ces derniers temps, mais il est encore bas, mais on attend quand même de savoir ce que ça va donner, et puis la hausse des coûts des matériaux qui rassure pas forcément, qui font qu'en fait certes chez nous donc le foncier est encore relativement bas. On l'avait dit tout à l'heure, le rendement locatif est intéressant. Maintenant, le coût des matériaux est le même ici qu'à Lille, donc c'est sûr que il n'est pas forcément... Voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner dans les années à venir, donc on va voir ce que ça donne, toujours en lien avec la question de la vacance également. Pour le ZAN, alors en effet c'est très stimulant. Maintenant on va dire que sur le territoire les questions se posent surtout en termes d'activité économique, savoir oui mais demain si on veut faire une nouvelle zone d'activité, parce que là certes nous on a une grosse base logistique qui s'installe, mais on voit de plus en plus de demandes d'entreprises qui veulent s'installer, on ne sait pas forcément répondre à leurs demandes. Donc c'est cette peur de ne pas pouvoir répondre à l'appel des entreprises. Alors, on a quelques friches, donc là, on est aussi en train de travailler sur un recensement des friches, mais voilà, en fait, on s'aperçoit qu'on a des friches assez dispersées, puis assez insérées dans le tissu urbain, où on a du mal aussi à imaginer l'implantation d'activités économiques à cet endroit-là. Donc c'est vrai que le ZAN, en tout cas, inquiète plutôt à ce niveau-là. Et par rapport à la question vraiment des logements, là, l'enjeu vraiment, c'est de travailler sur la vacance. Et là, le rôle qu'on peut jouer, c'est notamment de travailler avec les bailleurs sociaux sur tout le sujet des acquis améliorés. De toute façon, les bailleurs ne vont pas avoir le choix aussi que de se porter plus vers ce type de dispositif. Ce qui, en tout cas, sur notre territoire, alors je sais pas chez vous, mais en tout cas, ça commence seulement à se développer. C'est pas forcément le type d'opérations qui sont faciles, forcément, parce que c'est un peu plus dans le diffus, parce qu'en termes de coûts et d'aléas, c'est beaucoup plus contraignant. Et puis, ce que nous disent les bailleurs, c'est que généralement, ils se retrouvent avec justement des logements qui sont très dégradés, donc avec... beaucoup de travaux à faire, et là la stratégie, est-ce que ça serait pas plutôt d'intervenir sur des logements dans le diffus qui sont en état relativement moyen, pour qu'eux puissent retrouver un équilibre d'opération, et si c'est pas le cas, comment nous collectivités on peut les aider à sortir ce type de biens, surtout que ce qui peut être intéressant en intervenant sur les logements vacants dans le centre ancien, c'est de
retrouver des petites typologies qui sont recherchées, qui sont très recherchées sur les territoires avec le phénomène de décohabitation. Voilà, donc ça pourrait répondre à cette problématique-là, mais voilà, on reste en centre ancien avec comment on fait le stationnement, les gens qui veulent un extérieur. Voilà, après on retrouve la même problématique qu'ailleurs. Voilà. Alors une autre question, est-ce que vous observez un regain d'investissement en rapport avec le développement du télétravail? Et j'ajouterais moi à cette question réponse que vous venez d'évoquer sur la typologie, c'est-à-dire finalement vos investisseurs divers et variés, est-ce qu'ils font du logement familial, est-ce qu'ils investissent plutôt dans des typologies de résidences, de services, de location meublée, de location touristique? Vous l'avez abordé tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut préciser ce sujet-là. Alors, j'ai pas de données précises, en tout cas sur Cambrai, mais ce que je peux dire en effet, c'est que les investisseurs se tournent en effet vers les petites typologies. Nous, les effets du télétravail, on les a pas forcément ressentis. Alors, on l'a vu tout à l'heure, on est plutôt bien situé par rapport à Lille, mais il y a d'autres communes qui font tampon avant Cambrai, donc c'est plutôt eux, finalement, Valenciennes, voilà, qui pour l'instant ont attiré de nouveaux ménages. Nous, on vient encore après. Donc, voilà, pour l'instant, on ressent pas forcément les effets. Après, ça va aussi avec un sujet plus vaste de comment on rend le territoire aussi plus attractif à ce type de profil. C'est un manque sur le territoire de professions supérieures, de cadres. Les professionnels nous disent qu'il y a un manque cruel de ce profil sur le territoire qui fait que ça rassure pas non plus les investisseurs parce que demain ils se disent voilà, on n'aura pas forcément ce type de profil à qui on pourra louer nos logements. Donc voilà, là il y a vraiment un enjeu. Je pense notamment à une entreprise là qui va s'implanter avec de nombreux cadres. Est-ce que les cadres vont vouloir venir habiter à Cambrai? Est-ce qu'ils vont plutôt habiter à Arras ou Douai qui en TGV sont très proches de Paris? Et voilà, est-ce qu'ils vont faire la route? Est-ce qu'ils vont télétravailler? Et comment on fait pour leur donner envie de rester sur le territoire? Est-ce qu'on a les produits qu'ils recherchent? C'est pas certain non plus. Et là, nous, tout l'enjeu, c'est justement dans les années à venir de réussir à mesurer tout ça et de voir comment on peut accompagner ce mouvement-là. Alors, par contre, un nouvel attrait quand même, c'est que, je pense à un site en centre-ville, une friche qui là a été rachetée par Bouygues et là il y a une centaine de logements en résidence senior qui va voir le jour. Donc, c'est aussi pour un public ciblé très présent sur le territoire. Ce type de projet, il y a quelques années, on ne l'aurait pas vu sortir. Donc, on sent quand même qu'il y a un nouveau dynamisme à ce niveau-là. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il y a un afflux massif de télétravailleurs. Télétravail, Saint-Dizier, Auch. Donc nous non plus, moi je saurais pas trop le quantifier non plus. On en a un petit peu, mais en fait nous on a un gros souci d'accessibilité à Saint-Dizier. Donc là le maire travaille très étroitement avec le président de la SNCF pour créer un plan de désenclavement. C'est ce que je disais en fait tout à l'heure, c'est que finalement faire venir des investisseurs, c'est travailler vraiment sur tous les fronts pour pouvoir améliorer l'attractivité. Par contre, il y avait une autre partie de la question, c'était aussi qui vient, je crois. En tout cas, nous c'est pas que des petites typologies, on a aussi les investisseurs créent aussi des grands logements. En fait, on s'est aperçu que oui, il y avait une tension sur les petites typologies, mais en fait, les gens de plus en plus ont aussi envie d'avoir des grands logements. Ça peut paraître un peu contradictoire par rapport au prix de l'énergie, mais bon, si les bâtiments sont bien rénovés, voilà, il y a quand même moins de déperdition. Et les gens ont envie d'avoir de l'espace, de la lumière, éventuellement un petit balcon, etc. Donc un confort supplémentaire. Et donc là, les investisseurs, assurent souvent la mixité entre des petits logements au sein d'un même immeuble et puis un grand logement pour les familles. Parce que les familles recherchent pas mal maintenant. Alors c'est peut-être lié justement au coût de l'énergie. Plutôt que d'habiter dans un village à 20 minutes, une demi-heure de Saint-Dizier, de plus en plus, les familles veulent être à proximité des commerces, des services, avec un grand logement. Donc on en voit peu. Et en tout cas, c'est une des ambitions politiques, c'est d'attirer les familles sur Saint-Dizier.
D'accord, merci. Et à Auch, c'est la même chose en fait, vous avez le... Oui, télétravail, aucun effet lisible, massif, voilà, qui caractériserait le fait qu'on ait des personnes qui dorénavant viennent habiter parce qu'elles peuvent télétravailler à distance. Voilà, c'est un phénomène qui est ancien, qui est déjà existant, mais qui est marginal, qui est extrêmement difficile à mesurer. En tout cas, on n'a pas ressenti de rebond. Quant au grand logement en centre-ville, effectivement, une des parties, le marché il est soutenu en centre-ville parce qu'on y met de l'argent, parce qu'on participe au déverrouillage foncier, mais parce qu'il y a aussi une demande particulière. Sur des logements un peu de standing, on a une ville d'histoire, donc il y a du cachet, etc. Et si on sait travailler cet angle-là, ça peut compenser le fait que le stationnement est mal commode. Voilà, et si j'ai un peu de sécurité dans l'espace public et un peu d'offre de service, on va s'en sortir comme ça. Et là, il faut que je torde un peu quand même mes investisseurs pour les amener à faire du grand logement. Dans le parcours résidentiel, la famille, quand elle arrive au deuxième enfant, ça y est, elle va acheter un pavillon, en tout cas c'était le cas il y a 15 ans ou 20 ans, un pavillon pour faire courir le Labrador autour et pour installer un barbecue. Bon alors pour le Labrador, on va oublier, mais on peut en centre-ville avoir des appartements qui font 100 mètres carrés, qui ont des poutres, des cheminées, des choses qui sont un peu, voilà, et vues sur un paysage urbain qui est plutôt sympathique. Donc on leur tord un peu. Et tout à l'heure, j'ai indiqué qu'une de mes difficultés était d'arriver à générer de la mixité dans le centre-ville et que la reconquête ne se fasse pas que avec du locatif social. J'y arrive. Quand je mets de l'argent, eh bien, d'une opération de 15 logements, je demande à ce que sur les 15, il y en ait 2, 3 qui se fassent en loyer libre. Et du coup, pour des raisons de marketing, l'opérateur, eh bien, il va me traiter 2 ou 3 logements un peu standing. Ce qui me pose un petit problème philosophique pour tout vous dire. Ça veut dire que les CSP+, ont droit au logement de standing dans le même immeuble avec vue au dernier étage, et en dessous, les logements plus modestes sont réservés à des populations, voilà, qui sont en situation sociale un peu difficile. Donc intellectuellement, ça passe pas. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, techniquement, j'arrive comme ça à générer un peu de locatif qui ne soit pas du locatif social dans mon centre. Oui. Et juste une petite question. Les résidences seniors, ça c'est un segment intéressant d'investissement. Vous avez le même type parce qu'on pense voilà, logements familiaux, etc. Mais finalement, sur des marchés ciblés, est-ce que vous avez un peu le même type? Et là, vous avez dit oui, donc un opérateur national, international d'ailleurs même. Oui. Vous avez aussi à Saint-Dizier ou sur des... Oui, c'est exactement pareil, c'est la même dynamique en fait. On est harcelé. Presque autant que pour le photovoltaïque dans les pleins champs. La résidence senior, c'est vraiment le marché, il n'y en a pas sur Auch. Il y a donc beaucoup d'argent à gagner, très bien pour eux. Voilà, on a énormément de mal à les canaliser, ils travaillent dans notre dos, c'est le PLU qui fait la règle. C'est-à-dire que là où ils peuvent, ils font. Et on arrive encore, on dispose de prérogatives de puissance politique qui sont extra légales, mais ça nous permet quand même d'embarrasser certains opérateurs. Et ils feraient n'importe quoi. Voilà, là pour le coup, ils font un peu n'importe quoi. Il y a un marché à satisfaire, il faut le satisfaire. Mais voilà, aujourd'hui, on essaie quand même de profiter de cette dynamique économique pour l'installer là où on voudrait, un peu comme on voudrait. Mais il y a une demande très forte. Oui. Alors moi, c'est pas du tout la même situation. Nous, effectivement, il y a des porteurs de projets sur ce type de biens, mais nous, on est plutôt à l'horizontale. Donc sur plutôt du pavillonnaire, puisqu'on est peut-être dans un milieu un peu plus rural aussi. Et donc du coup, de toute façon, on ne peut pas satisfaire en termes de foncier leurs exigences. Donc on a peu finalement de projets qui voient le jour. Alors, moi j'avais une question sur un peu sur la culture de la propriété et de la location. C'est-à-dire on a l'impression qu'en France tout le monde veut accéder à la propriété, qu'on est locataire quand on ne peut pas accéder à la propriété, quand on est jeune, quand on n'a pas les moyens, etc. Est-ce que dans vos territoires qui sont moins chers que les métropoles, finalement l'envie c'est pas d'accéder à la propriété et donc un attrait moindre pour la location et du coup des opportunités moindres pour les investisseurs? Oui, complètement. Je ne sais pas si on peut parler de culture de territoire, mais en tout cas, le mode d'habitat, on n'a pas de professionnels qui soient en mouvement rapide, comme on peut proposer par exemple un site militaire avec des cadres qui sont en renouvellement rapide, qui ne vont pas acheter, qui vont louer. Donc la location, effectivement, c'est ou du locatif essentiellement à loyer plafonné, ou bien les premiers temps de la vie résidente où on a un jeune ménage ou des étudiants. Voilà. J'ai quelques retraités aussi qui sont en locatif, voilà, et quelques célibataires géographiques qui sont là et qui ont par ailleurs une vie familiale qui se situe un peu plus loin. Voilà. Mais effectivement, l'accès à la propriété est un aboutissement assez évident du parcours résidentiel, ça c'est certain. Ouais. Bah nous, assez étonnamment, en fait, à nous c'est pareil, on a quand même le même profil de population, mais par contre on a des personnes qui arrivent à la retraite qui commencent à se dire bah tiens je reviendrai bien sur Saint-Dizier plutôt que d'habiter à une demi-heure, entretenir mon jardin, etc. et qui aimeraient bien justement ce retour en ville avec du coup des logements assez spacieux, un peu standing aussi. On a un besoin, on n'a pas de promoteur pour l'instant en face, mais on aimerait bien en développer.
Donc c'est plutôt cette frange de population. Ça c'est un trait classique. Ils reviennent avec un pouvoir d'achat considérable parce qu'ils ont vendu le pavillon. Donc on a un marché qui est très tendu sur l'appartement de standing. Si en plus je peux garer la voiture au rez-de-chaussée et à couvert parce que c'est la dernière que je vais me payer. Donc il y a un marché qui est, pour le coup, il est très très tendu, ce marché-là. Mais ils viennent acheter. Assez peu en locatif. Ils viennent acheter. Voilà. Ah oui. En effet, sur le territoire cambrésien, c'est la même dynamique. Savoir qu'il y a cette volonté de devenir propriétaire. D'ailleurs, on se retrouve avec des propriétaires qui sont relativement jeunes. Dès qu'un jeune ménage a un CDI, donc déjà vers 24-25 ans, on retrouve beaucoup de propriétaires parce qu'encore une fois, le foncier est quand même à un prix attractif. Surtout comparé au territoire alentour, métropole européenne de Lille, les territoires du bassin minier. Donc clairement, il y a cette volonté d'acheter rapidement. Et c'est aussi pour ça que c'est un territoire qui est marqué par beaucoup d'investisseurs locaux. Aussi parce qu'il y a cet attachement au territoire et c'est facile de rester sur le territoire. On n'est pas obligé de partir du territoire parce qu'on sait que finalement, on peut s'acheter une maison très facilement, une maison, un appartement. Donc, en tout cas, le modèle de la maison individuelle reste quand même sur ce territoire difficile à combattre. Voilà. Vous avez tous les trois beaucoup parlé des investisseurs locaux. Et souvent, on n'en parle pas beaucoup généralement parce qu'ils ont entre 3, 20, 30, 40 logements. Enfin, c'est évidemment important pour des particuliers, mais ce n'est pas des investisseurs institutionnels. Et on comprend, ils sont locaux, ils connaissent le marché, mais pratiquement, comment vous travaillez avec eux? C'est-à-dire, est-ce que déjà vous les repérez? Est-ce que enfin, voilà, comment vous travaillez avec eux? Vous les repérez? Vous évaluez leur poids aussi, dans le parc. Voilà, c'est une question parce qu'on voit bien que dans les villes moyennes, c'est ce qui les caractérise beaucoup, je pense, par rapport aux grandes villes, c'est leur importance dans l'offre locative. Alors, je pense qu'on travaille de la même façon avec des outils qui n'ont pas le même nom, mais qui font le même boulot. Je vous ai parlé de notre capacité qu'on s'était donnée en interne aujourd'hui. Autrefois, c'était une société d'économie mixte qui nous faisait ce boulot, mais on l'a rapatrié en interne. On a une brigade légère qui fait de la commercialisation. En fait, c'est ça, c'est une force de vente. Et elle fait du déverrouillage foncier, elle fait de l'accompagnement en conseil, en fiscalité, en montage de projets, voilà. Et donc, on se fait connaître. Une fois encore, Action Cœur de Ville nous a permis de faire résonner un peu le long du territoire. Mais clairement, ils sont venus, c'est eux qui sont venus les premiers. Et ensuite, on les teste sur une première opération et sur une seconde. Mais on est arrivé à une situation que j'aurais jamais cru connaître en collectivité. C'est-à-dire que sur un montage d'opération, il y a une session qui s'annonce, on sait qu'il y a un propriétaire qui est en difficulté, et juste à côté, dans l'îlot, il y a une transaction sur laquelle on peut faire jouer le droit de préemption. En l'espace de 3 semaines, on est en capacité de capter l'ensemble, mais en promotion immobilière, je retiens ça de mon expérience dans le privé, il vaut mieux avoir déjà revendu avant d'acheter, c'est plus sécurisant. Donc, au moment où on est en passe de faire ce montage-là, on a dans notre panier d'interlocuteurs investisseurs 2, 3, 4 personnes qui sont capables de venir porter cette opération. On les fait venir le matin, dans la matinée on les fait visiter, à 11h j'ai un prix qui est proposé par un de mes investisseurs et là je commence à préempter. Bon, dans des conditions, j'espère que ce n'est pas enregistré ce que je dis, dans des conditions juridiques qui pourraient m'être contestées, mais à l'arrivée on fait du regroupement foncier et l'opération on la monte. Voilà. Une opération très très alambiquée et compliquée. Et en plus il fait ça, pour le coup c'est un être humain avec qui je travaille pas depuis 30 ans, à ce moment-là on travaille depuis un an et demi avec lui. Il le fait un peu parce qu'il croit qu'il va me faire plaisir, en tout cas s'il me fait plaisir, il me fait semblant qu'il va perdre de l'argent sur l'opération, c'est pas tout à fait vrai, mais je sens bien qu'il ne va pas en gagner beaucoup parce que c'est même très très compliqué. Donc derrière, je vais aussi l'aider à se rétablir dans d'autres opérations et d'autres dossiers. Voilà comment on travaille. Effectivement, on les a vus travailler 1 fois, 2 fois, on les surveille. Attention, ils sont animés par l'appât du gain, c'est pas interdit, mais ils n'ont pas les mêmes motivations et les mêmes projets que nous. Voilà, donc il faut quand même faire un peu attention, surtout si on met de l'argent public sur la table. En l'occurrence, là, voilà, il y a Action Logement qui fait attention à ce qu'ils font, il y a l'ANA qui fait très attention à ce qu'on leur fait faire. Voilà. Mais c'est tout à fait justifié. On ne dépense pas de l'argent public, je parle de millions, l'engagement d'Action Logement c'est des millions d'euros sur la table, donc c'est des opérations sur lesquelles il faut un peu faire attention. Voilà. Donc voilà, ils sont venus spontanément à nous, je ne sais pas quoi vous dire ce qu'on a fait pour qu'ils arrivent jusqu'à nous, quoi. Et qui sont-ils? Alors là, en l'occurrence, c'est un particulier qui fait de l'investissement patrimonial familial au départ, et puis qui se prend au jeu, qui s'adosse après à un opérateur qui a une surface économique qui lui permet de venir chercher des immeubles en millions, parce qu'au départ, il vient en dizaines de milliers, puis en centaines de milliers d'euros en entrée foncière. Aujourd'hui, il est capable de rentrer 1 million.
Voilà. Et puis, clairement, il a jeté son dévolu sur le territoire. Alors, pour le coup, il en connaît les limites, il en connaît les rouages, il sait où le marché est porteur. Voilà, il a cette connaissance-là. Voilà. J'ai un investisseur qui est un opérateur social, mais qui est capable, ils ne sont pas nombreux, être capable sur le même immeuble de faire de l'accession, du commerce en rez-de-chaussée et du locatif social à loyer plafonné, sur la même opération. Ça, c'est spectaculaire. Effectivement, ils sont plutôt enfermés dans des carcans ils aiment bien les terrains plats et carrés sur lesquels on fait du neuf. Dès qu'on sort de ce schéma-là, ça devient beaucoup plus compliqué à équilibrer et intellectuellement à envisager. Bon, j'ai quelques opérateurs qui sont capables de faire ça. Voilà. Et puis après, j'ai des formes plus faibles, mais sur une opération, je peux. C'est du familial, voilà, du patrimonial familial. Et Saint-Dizier, alors comment vous les repérez? Ils viennent à vous, vous allez les chercher, vous avez une liste, enfin voilà, comment vous faites avec ces investisseurs? On a une blacklist, mais sinon, blague à part, non, mais nous on est beaucoup moins structuré que sur Hoche pour l'instant, parce que nous on a commencé à monter ce projet avec l'opération d'amélioration de l'habitat qui date d'il y a moins d'1 an. Par contre, je m'y retrouve dans ce que vous dites sur des personnes qui du coup ont commencé par un peu de patrimoine et puis se sont pris au jeu, et puis du coup moi aussi j'ai des investisseurs qui, l'autre fois il y a quelqu'un qui est très attaché au territoire qui m'a dit bon, j'ai 1 million à mettre sur la table pour investir, est-ce que vous avez un bien, parce que nous souvent en plus on nous prend pour des agences immobilières, donc du coup on a commencé à constituer un petit fichier des bâtiments vides sur Saint-Dizier pour pouvoir quand même aussi les orienter. On a monté des partenariats avec les agences immobilières, notaires, etc., pour essayer aussi de mieux comprendre le marché et d'avoir des biens à proposer. Et donc du coup, voilà, on essaye de les accompagner au mieux là-dessus, mais par contre, j'ai pas encore la connaissance. Nous, on est en train d'essayer de développer nos outils de communication et nos outils de travail collaboratif avec eux. Bah oui. Ah oui, alors notre blacklist, c'est parce qu'en fait, nous, on travaille dans mon service, on travaille aussi sur tous les cas d'habitat indigne, dégradé, etc. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à se monter une petite liste. On va mettre en place aussi un permis de louer sur un secteur de la ville pour justement voir un peu aussi, pouvoir essayer de pister un peu ces marchands de sommeil. Donc pour essayer de repérer, on va dire, les bons et les mauvais, entre guillemets, même si évidemment on reçoit tout le monde et qu'on ne fait pas de discrimination, mais en tout cas on n'ira pas chercher. Ça représente à votre avis beaucoup de logements, estimé, parce que j'ai le nombre précis, mais dans la ville, je ne sais pas. C'est difficile à estimer. On a plutôt des bons, je pense, en tout cas d'après les retours qu'on a. Allons à Cambrai maintenant. À Cambrai, on est encore moins structuré qu'à Hoche et qu'à Saint-Dizier, voilà, parce que non, on n'a pas, de travail de suivi effectif des investisseurs, mais c'est aussi un enjeu, et l'OPARU, c'est le bon moyen en fait de pouvoir suivre tout ce qui va se passer. Donc nous, il y a vraiment un intérêt à se constituer en effet un réseau d'investisseurs sur lesquels on pourra compter en effet quand on aura, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était intéressant, purger des situations de logements vacants. Comment nous, je pense que c'est ça aussi l'enjeu, comment nous, collectivités, on peut avoir ce rôle de débloquer des situations qui sont coincées depuis plusieurs années, où finalement le privé ne peut pas agir sans un coup de pouce, donc que ça passe par une procédure ou autre, mais je pense que l'enjeu c'est vraiment ça, c'est de pouvoir aider à débloquer des situations comme celle-ci pour pouvoir aussi proposer des logements, enfin aider à la remise sur le marché et travailler avec une liste d'investisseurs et pas les marchands de sommeil du territoire bien sûr, mais voilà. Et nous aussi, c'est vrai que je l'ai pas précisé, on a le dispositif du permis de louer qui est mis en place sur la ville de Cambrai depuis quelques années. Donc ça permet aussi on va dire d'avoir un travail en amont qui évite, qui permet de canaliser un peu la mise sur le marché de logements en mauvais état. Alors, 2 questions. Une de ma part, sur les marchands de sommeil, on a tendance à imaginer que c'est surtout en territoire extrêmement tendu que ces pratiques se développent, parce que justement les personnes sont un peu contraintes d'aller vers ces tout petits logements loués très cher. Donc là, comment ça se passe en territoire détendu, puisque normalement ces personnes pourraient être trouvées ailleurs? Ça, c'est la première question. Et deuxième question qui vient de quelqu'un en ligne. Alors, pour quelles raisons les collectivités ne réinvestissent-elles pas directement dans leur parc en propre? Quels sont les outils disponibles, SEM, etc. Pourquoi les collectivités ne se comportent pas comme les investisseurs qu'elles attendent pour également augmenter les recettes de la ville? Donc voilà, je vous la soumets. Mais en fait, finalement, c'est une question qui rejoint aussi ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'action publique que vous faites
Est-ce que finalement le fait de cartographier par exemple les bâtiments qui pourraient être mis sur le marché fait partie de votre rôle en tant que collectivité, en tant que ville? Alors sur la question des marchands de sommeil, moi je préfère parler de propriétaires indélicats parce qu'en fait, marchands de sommeil, à mon sens, ma définition à moi, c'est plutôt un gros vivier de logements et d'en faire vraiment une activité vraiment illicite. Propriétaires indélicats, c'est plutôt des gens qui ont 1 ou 2 logements et qui font vivre leurs locataires dans des situations dégradées. Donc là, on essaye de les traiter. Je connais pas donc le nombre, mais en tout cas, on en a sur la ville, ça c'est sûr. Sur le fait que la commune puisse faire en régie la location de biens, ça c'est vraiment une volonté politique de ne pas le faire. Parce qu'on a déjà eu des biens en location, c'est une gestion qui est quand même très lourde. Voilà, les élus ont considéré que c'était un métier particulier et que du coup... Par contre, je suis d'accord avec vous, on ne va pas trop loin dans ces fichiers bâtiments, etc. parce que c'est le rôle des agents immobiliers, des notaires. Donc on essaie plutôt d'avoir un partenariat, mais c'est vrai que parfois on les aime bien quand même, nos investisseurs, et donc parfois pour leur faciliter un peu la tâche, on a un petit panel de biens qu'on regarde, on le fait évoluer tous les 2-3 mois, on se tient au courant un peu du bon coin des agences, etc. pour avoir quand même un vivier. Par contre, on ne le fait que sur des bâtiments vides, pas sur des logements, quoi, vraiment sur des bâtiments. Et on va essayer de travailler, parce que nous on a vraiment un gros problème de rétention immobilière, donc là l'idée c'était aussi de flécher les vendeurs qui mettent sur le marché des biens qui sont vraiment trop chers, qui pourraient intéresser les investisseurs. C'est ça aussi qui est un peu frustrant, c'est que ces biens-là ils sont fléchés, les investisseurs les visitent, mais il n'y a pas de possibilité de négociation derrière, et c'est là où la puissance publique peut-être, avec la connaissance, on est en ville moyenne, donc les élus connaissent aussi ces personnes-là, on va essayer de débloquer ces situations. Marchand de sommeil à Auch. Il y a peut-être les immigrés sans titre de séjour aussi qui sont locataires ou pas, je ne sais pas. Enfin, c'est une question. La question, elle est pas, c'est pas une question importante en masse. Elle est importante prise isolément pour les situations sociales qu'elle nous permettent de mettre à jour. Donc pour le repérer, nous avons un bureau d'hygiène, c'est la commune. Parce que quand je parle à la fois pour la commune et pour l'agglomération. J'assure les deux directions. Et clairement, les deux collectivités ont des champs de compétences qui sont différents, mais qui s'additionnent parfaitement. Et il serait très dommage d'ailleurs de les gérer politiquement de façon trop séparée. Donc on a un bureau d'hygiène qui permet de repérer les situations qui sont vraiment un problème. Et en l'occurrence, là, la réponse, elle est policière. C'est-à-dire qu'on a, nous, localement, entre l'ANA et même le parquet, une capacité, à un moment donné, à investir et à traiter les sujets de façon très agressive. Donc, pour traiter. Et qui sont ces personnes? Ce sont des personnes qui sont déconnectées de tout système d'accompagnement social, en fait. Ça peut être des personnes effectivement en situation irrégulière, mais je fantasme pas trop sur cette hypothèse-là. On a des personnes qui ont décroché complètement, des gens qui sont en situation d'errance, et qui ont peu de capacité, une solvabilité très très basse, qui sont parfois encore identifiés par la CAF, ce qui permet de solvabiliser le paiement du loyer. Bon, voilà, ce sont des situations qui sont de ce type-là. Quant à l'hypothèse du traitement par la collectivité qui viendrait, pourquoi la collectivité, à chaque fois qu'il y a de l'argent à gagner, est-ce qu'elle ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas de l'activité dans plein de domaines qui sont aujourd'hui gérés par le privé, et qui soient présents ou pas? Voilà. Eh bien, je pense qu'on a un mode de gestion et des contraintes de gestion qui ont toute leur place quand on gère un service public, qui devient plus difficile quand on est dans un environnement qui est marchand. On a le code des marchés publics, on a la séparation de l'ordonnateur et du comptable, on a le statut de la fonction publique. Voilà, ce sont des éléments des compositions dans notre gestion qui nous mettent mal à l'aise, qui font qu'on ne sera jamais très très performant économiquement, pas très très performant, donc on est parti pour y laisser de l'argent public. Ça a du sens quand vraiment il y a besoin de rétablir un équilibre économique. Ça peut devenir à un moment donné extrêmement compliqué à supporter économiquement, voilà, quand on est dans un champ où on sait que d'autres opérateurs pourraient le faire mieux que nous, donc on leur met le pied à l'étrier, on leur montre où ça se passe, voilà. Et s'ils n'y viennent pas, mais vraiment pas, c'est que c'est très déficitaire. Et c'est qu'à y aller, nous, on va y laisser beaucoup d'argent. Ça peut être un choix, mais il faut le mesurer. Ne rêvons pas qu'on pourra faire plus performant économiquement que ne le feraient d'autres opérateurs qui, eux, viennent risquer leur argent. Moi, j'ai énormément de respect pour ces investisseurs parce qu'ils viennent à notre place porter nos politiques publiques à leurs risques économiques. C'est pour ça qu'on peut tolérer que, ponctuellement, voilà, ils soient vraiment motivés par l'appât du gain, mais voilà, c'est ce qui les tient debout et ce qui fait qu'ils reviennent s'ils gagnent un peu d'argent. À la fin, il faut qu'ils arrivent à gagner de l'argent, ces gens-là. Voilà. Donc moi non plus, en régie publique, je ne l'ai même pas proposé à des élus. Ils seraient capables de dire oui.
et dans votre ville? Oui, alors du coup, si je rebondis sur le sujet, en effet, là, c'est pareil, il est pas question qu'on puisse porter de lourds programmes ou même faire du portage foncier, mais justement, l'idée, c'est comment on peut passer par des SEM, des SPL, voilà, là, il y a un vrai sujet pour qu'on puisse être accompagné. Et moi, en fait, je parlerai aussi du manque d'ingénierie sur nos territoires. Pour le coup, moi, je travaillais avant à l'AMEL et notamment dans une SPL. Donc voilà, il y avait de l'artillerie lourde pour intervenir. Là, aujourd'hui, dans le cadre de l'OPA, on voudrait notamment lancer une salve dorée, donc opération de restauration immobilière. Voilà, se pose la question, mais comment on fait qui porte le foncier en cas d'expropriation? Alors, c'est pareil. Nous, on n'est pas en PLU intercommunal. Je ne sais pas, vous, ce que ça donne. Mais après, il y a aussi la question des outils d'urbanisme, des outils fonciers. Voilà. Donc, en effet, ça ne va pas de soi. Mais par contre, c'est un vrai sujet. Voilà, toute la question du portage foncier. Et après, pour en revenir aux marchands de sommeil, en effet, donc il y en a quelques-uns, on ne peut pas non plus le quantifier, mais voilà, il y a aussi un service d'hygiène et de santé à la ville de Cambrai, donc ils sont connus, ils sont suivis. Maintenant, nous, voilà, encore une fois, on est proche de la métropole européenne de Lille qui, malheureusement, est bien connue pour attirer les propriétaires indélicats et du coup laisse pour l'instant à l'abri un territoire comme Cambrai. Alors, vous avez tous un peu décliné les politiques que vous menez, parfois avec des dispositifs qui sont des dispositifs de politique du logement national, mais en fait, c'est intéressant parce qu'aucun de vous n'a à un moment évoqué la possibilité de nouveaux dispositifs, d'une aide de l'État, etc. Donc, vous vous débrouillez tout seul et en fait, c'est un peu ce qu'on voudrait démontrer dans l'OHV, c'est-à-dire qu'il y a des politiques territoriales qui sont extrêmement efficaces, en tout cas extrêmement pensées, des stratégies mises en place, etc. Chacun chez soi et puis avec possiblement un échange de bonnes pratiques comme on fait ici. Donc ma question c'est ça, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous attendez des choses de l'État, du nouveau, dans un contexte qui par ailleurs est un contexte de reterritorialisation ou de décentralisation du logement qui est quasiment officiel aujourd'hui de la part de l'État, même si pour l'instant il n'y a pas de mesures qui sont enclenchées dans ce sens-là, mais enfin le discours ambiant c'est plutôt ça. Oui, alors notre métier ne consiste pas à rêver de ce que nous apportera une prochaine loi qui ne sera jamais votée. Donc on apprend à composer avec ce qu'est le contexte. Effectivement, moi j'ai un sujet qui est comment je vais faire pour générer de l'investissement privé sur un quartier politique de la ville que j'ai retravaillé, mais ça ne viendra pas tout seul. Et aujourd'hui, j'ai aucun outillage. Et là, je peux être très inventif localement. Je ne pourrais pas générer dans de bonnes conditions cet investissement-là si je n'ai pas à un moment donné un effet de levier spécifique pour venir générer ce type d'investissement. Il ne se réalisera pas. Voilà, ça, je ne peux pas le faire. Pour le centre-ville, je pense que ça va se corriger, on va y arriver. Si le marché se tient tel qu'il est là, je n'ai pas besoin qu'on me mette davantage. Voilà, les mécanismes qu'on a mis en place vont nous permettre de corriger ce type de situation. Voilà. Moi, il y a quelque chose qui me vient parce qu'en fait, on a dans un des quartiers du cœur de ville, là, dans un quartier de Faubourg, on avait candidaté en début des années 2000 sur un PNR4, donc Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. Moi, j'y étais pas à l'époque, mais la candidature avait été faite, on avait été retenu, et en fait, les financements n'étaient pas assez important et on menait en parallèle en plus un programme avec l'ANRU avec une requalification gigantesque, donc la ville n'avait pas pu porter à l'époque tous ces investissements, donc cette candidature PNR4 avait été abandonnée. Je pense que là, d'après ce que j'en sais, les PNR4 ne sont plus financés pour l'heure. Je pense que ce serait intéressant de réactiver ce dispositif pour avoir justement des financements complémentaires, parce que quand même sur les investisseurs avec des biens isolés, ok, par contre sur tout ce qui est traitement d'îlots dégradés, là il y a quand même des moyens qui sont considérables à mettre en place. La ville de Saint-Dizier a acquis du foncier de manière considérable. On a 40 000 m² de foncier qu'on a acquis seul pour justement porter des politiques publiques, d'avoir des actions assez offensives, mais on voit bien la limite de l'exercice et on voit bien le besoin de financement public aussi d'État ou de partenaires qui sont nécessaires. Donc moi je pense à ce dispositif-là qui était quand même bien fléché et qui, on voit bien les quartiers anciens dégradés, on voit bien toutes les problématiques aussi d'effondrement dans certaines villes de France. Je pense que c'est un vrai sujet et qu'il y a besoin quand même de fonds complémentaires là-dessus.
Oui, en fait, moi j'ai l'impression que finalement, en effet, l'État donne l'impulsion de grands programmes. Et voilà, par contre, nous, dans la réalité du terrain, on est confronté à des problématiques et voilà, les dispositifs pensés à l'origine ne permettent pas forcément d'aller au bout. Là, on peut, alors par exemple sur les logements vacants, il y a un dispositif national, hein, 0 logement vacant, voilà, qui est mis en place. Oui, bon, alors la taxe, voilà, je pense qu'elle ne sert pas à grand-chose. En tout cas, nous, sur nos territoires, elle n'a pas un effet assez dissuasif. Il est tellement facile de contourner, voilà, que... Alors, ça peut toujours être un outil en plus, mais voilà, je pense qu'il faut être beaucoup plus proactif sur ce sujet-là. En l'occurrence, donc là, il y a un dispositif qui est mis en place par l'État, mais voilà, c'est un dispositif, ce qui est déjà très bien, hein, pour aider à identifier les logements vacants, notamment en récupérant les données LOVAC mises à disposition par le CEREMA, et puis dans ce qu'ils appellent une solution numérique logement vacant pour aider à prendre contact avec les propriétaires de logements vacants. Ce qui est très bien. Maintenant, comment on fait pour aller plus loin ? Comment on fait en effet pour remettre sur le marché ces logements, pour qu'éventuellement la collectivité puisse en capacité de porter le foncier, de faire les travaux. Donc là, on en revient au système de SPL, SEM. Mais là, on manque aussi de moyens, on manque d'ingénierie pour aller au bout. Et c'est pareil pour le PNR4. En effet, ça donne l'impulsion, mais... quand on arrive en bout de course, des fois on se retrouve un peu démuni et on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Et c'est là où en effet je pense que chaque territoire crée un petit peu sa solution ou expérimente des choses. Mais c'est là aussi où il y a un intérêt à ce que entre villes, on puisse aussi échanger sur les bonnes pratiques, parce que finalement des fois on va inventer des solutions qui ont déjà été faites ailleurs. Et voilà, et merci pour ces mots, parce que c'est effectivement, je crois, la vocation de l'OHV que d'entamer ce dialogue. Donc merci beaucoup. Là, je crois que je vais conclure, parce que voilà, c'est 1h30 et ceux qui nous regardent ont sûrement des engagements après, donc on va respecter bien sûr l'horaire. Et je voudrais vous remercier très chaleureusement, parce que, premier élément moi que j'ai remarqué, vous avez vraiment, voilà, les gens qui nous écoutent, non, parce qu'ils le savent que, je dirais, un marché détendu, comme la plupart de ces villes moyennes, il y a une diversité de types d'investisseurs, que c'est beaucoup plus compliqué, que ça peut être tendu sur des marchés particuliers, etc., que voilà, faut une lecture très fine, et que voilà, il y a des discours un peu globaux sur ces villes qui sont... que vous démontez évidemment et vous l'argumentez, donc ça c'est très utile. Et puis j'ai beaucoup apprécié tous, je dirais, votre franchise pour exprimer ce que vous faites concrètement, et aussi vos doutes et vos ambitions. Donc c'était voilà, un échange très riche. Je voudrais vous en remercier très vivement, et puis vous inviter aux prochaines étapes de l'aventure OHV que Catherine Sabat va vous détailler. Merci beaucoup. Donc, je me joins à Xavier pour vous remercier toutes les personnes qui étaient en ligne et qui, j'espère, sont restées jusqu'au bout avec nous. Enfin, celles qui m'écoutent, elles sont là, donc merci. Et donc, le prochain rendez-vous, c'est le 3 mars, donc avec un sujet sur le logement abordable. Le logement abordable, à quel prix ? Et qui réunira les villes d'Annemasse, Beauvais et Cherbourg. Voilà. Vous pouvez retrouver sur le site ideal.fr tout le dossier de l'OHV, donc la base de données avec une fiche et beaucoup d'indicateurs et beaucoup de données pour chacune des 21 villes, et puis les conférences qui ont déjà eu lieu et qui sont en ligne. Donc merci beaucoup, et je vous souhaite à tous une très bonne journée, et merci encore d'avoir été là.